l'objectif ici, c'est de faire, de créer une couche de points, Ça, pour recenser, je ne vois pas, hein, ça va. pour recenser les arbres d'un quartier et mettre en place un formulaire personnalisé avec différents types de champs. Donc, pour l'objectif, j'ai prévu faire un certain nombre de champs. Donc on va créer une couche de points pour représenter les arbres, comme on l'a fait hier avec quelques équipements. Pas Oui. Je ne vois pas votre écran. Hein. Ok, c'est ce que je dis. Je dis que normalement c'est un problème de réseau de ton côté, normalement. Vu que les autres voient l'écran, c'est un problème de réseau de ton côté. Donc, peut-être si tu patientes, ça va revenir. Voilà. Ou bien peut-être tu écoutes en attendant que le réseau se rétablisse, peut-être. Je sais pas. Tu te connectes avec l'ordi ou bien le téléphone? Sinon, tu peux passer d'un onglet à... Je me connecte. Tu peux peut-être ouvrir une autre fenêtre, après revenir sur l'autre fenêtre pour que ça se réactualise peut-être. Ou bien passer à un autre onglet et revenir à l'onglet du Meet. Peut-être ça va se réactualiser, je pense. Mais là, je suis juste en train de lire l'objectif qu'on va faire. C'est de créer une couche qui va représenter les arbres. Ce sera une couche de points. Après, dans notre couche de points, on aura plusieurs colonnes, notamment le nom de l'arbre, l'espèce. Bon, c'est pas forcément nécessaire parce que là, c'est juste pour l'exemple. Mais on peut peut-être définir l'espèce. L'âge de l'arbre. Donc, nom arbre, c'est si par exemple dans un quartier on donne des noms à des arbres, peut-être dans une campagne de reboisement, bien quelque chose comme ça. Et juste pour exemple, peut-être on peut aussi essayer d'estimer l'âge, la hauteur, vous voyez. Donc ça, si c'est des choses qu'on va à tout moment écrire manuellement, il y a des choses il faut les écrire manuellement, mais il y a d'autres. Donc on peut prévoir de les faire de façon semi-automatique avec les formulaires. Et l'état de l'arbre, l'état de santé, je dirais, est-ce que c'est plutôt bon ou pas. Donc les formulaires, quand on va les configurer, ce sera ça. Donc le nom, effectivement, chaque nom sera unique, donc on ne peut pas le prévoir en avance, mais les espèces, on peut avoir une liste de valeurs. On peut dire, par exemple, dans notre étude, on a acacia, baobab, nîmes, eucalyptus, etc. Donc on peut aussi prévoir une plage d'âge, donc de 0 à 200 ans. Voilà. La hauteur aussi, on peut dire que dans la zone, c'est de 0 à 30. Comme ça, on n'aura pas par accident des valeurs aberrantes. On peut mettre un état aussi. Comme ça va nous éviter à chaque fois d'écrire bon, moyen, mauvais. Mais de l'écrire une seule fois et juste de choisir le bon état. Voilà. On peut choisir aussi de transformer le type. Voilà. S'il y a par exemple une date, de le mettre par exemple forme de calendrier. C'est un peu ça. Du coup, en pratique, voilà, on va juste prendre un quartier ici. Comme ça, on va mieux zoomer. Je pense qu'on peut rester sur ce même quartier. Donc, l'objectif, ce sera juste de prendre là. Effectivement, là, on a pratiquement que du Nîmes, donc dans la ville. Mais comme je vous dis, là, l'objectif, c'est de vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Donc, premièrement, c'est comme on a fait hier. On va créer une couche qu'on va appeler arbre et on va venir, on va dire par exemple ça c'est arbre, c'est Nîmes, elle a une hauteur de 30 mètres, elle a ceci, elle a cela. Donc on va faire couche, créer une couche. Bon, on peut prendre GeoPackage comme on l'a vu hier. Et vous verrez que GeoPackage ça offre déjà plus d'options que le Shapefile. Vous voyez, quand je prends Shapefile et que je vérifie ici les types de champs possibles, vous voyez, on n'a que 4. Alors que quand vous prenez le GeoPackage, couche, créer une couche, GeoPackage, type de champ, vous voyez que vous avez au moins 8, 9, 10, 11, 9 autant pour moi. Voilà, 9 possibilités.
Donc, ça offre plus d'options de personnalisation. Donc là, on va le mettre comme hier dans le même dossier. Et on peut appeler ça arbre. Et je fais enregistrer. Wow. Ok, je fais enregistrer. Type de géométrie. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme type de géométrie d'après l'exercice? Donc, on va avoir un type point. Ouais. Je vais le mettre dans le comme ça, vous pourrez peut-être reprendre plus facilement. Donc, on met point. Là, on peut régler le système de coordonnées, zone 28 nord. Et quels sont les champs qu'on a? Non de l'arbre, non arbre. Soit vous mettez juste non, ou bien pour préciser, non arbre. Okay. Donc, le nom de l'arbre sera du texte, évidemment. Après, on peut lui donner une longueur, 50. Donc, voilà. Je fais ajouter à la liste des champs comme hier. Et automatiquement, je vais continuer en ajoutant un autre champ. Donc là, j'ai ajouté nom arbre. Vous voyez? Donc, je peux ajouter espèce. OK. OK. S. Donc, c'est du texte. Je le laisse à 50. Pas grave. Je fais ajouter. Vous voyez? Nom arbre, espèce. Après, j'ai l'âge. Donc, l'âge. OK. Âge en année. On va juste prendre entier. On n'a pas besoin d'aller dans les décimales. Voilà. Donc, on a juste un nombre d'années. Âge, tac, integer. Il n'y a pas longueur, je pense pas. Je sais pas, ça n'est même pas possible. Âge, après, on a hauteur. La hauteur en mètres. OK. Hauteur. Ça, c'est classique. La hauteur peut être peut-être décimale, hein, c'est ça qu'on dit ici. Voilà, je vais mettre 24,5 cm par exemple. Donc je mets décimale la hauteur. Enfin, bon, enfin, on a l'état et puis peut-être la date de plantage. L'état de l'arbre. Donc là, ça, on va dire que l'état de santé est bon, mauvais, etc. Moins. Donc là, on va dire, on va prendre plutôt, qu'est-ce qu'on va prendre? Pourquoi? Pour l'état. Par exemple, est-ce que l'état est bonne, mauvaise? Donc ce sera du texte qu'on va écrire. Est-ce que c'est mauvais? Texte. Voilà. Et là, on peut toujours mettre 50 ou bien 10 comme longueur. Donc, je vais prendre 10. Voilà. Hauteur, état. Donc, je l'ajoute à la liste des champs. Il nous reste une dernière. La date. OK. Donc, je mets date. Bon, là, je pense qu'on a un type date. Voilà. On a date. On a date et heure. Je pense qu'on peut juste prendre date. Donc, ici, date ou bien date de plantation. Bon, ça, c'est juste fictif, mais voilà, on ne sait pas quand est-ce que. Date plan. Donc, on va prendre date. On va l'ajouter à la liste des champs. Est-ce que là, c'est pour tout le monde? Oui. OK, après, on peut faire donc OK. Voilà. On a arbre et il reste à numériser. Maintenant, bon, je vais aller vite fait comme ce qu'on a vu hier pour montrer encore une fois que
Sans ça, on va avoir des problèmes. Bon, on va pas avoir de problème, mais on va perdre beaucoup de temps. Si je viens, je prends un point intact. Ok, il me demande le nom de l'arbre. Voilà, je vais l'appeler l'arbre, je sais pas quoi. Arbre, je pense que c'est pas. Bon, si je vais lui donner un nom, Peul. L'arbre Ablai, Ablai Peul. Voilà, c'est bon. Voilà, donc la espèce, etc. Donc ici, si tu dis c'est baobab, ou bien tu dis que c'est Nîmes, tu reviens pour l'autre arbre de Chef Peul, tu vas encore écrire baobab manuellement. Tu vas voir que ça va être assez répétitif, ça va être fatigant. Et tu peux évidemment faire des fautes de frappe que tu vas devoir corriger. Donc c'est pour cela qu'avant de faire ça, on peut aller préparer des formulaires. Sur le champ, on va entre guillemets perdre du temps à faire le formulaire, mais sur le long terme, on va vraiment gagner en efficacité. Ok. Donc là, on va aller sur les propriétés de la couche arbre. Clic droit, propriété. Ok. Donc c'est ça. On va aller sur les propriétés. Voilà. Donc l'espèce, on va prendre une liste de valeurs, acacia, baobab, Nîmes, eucalyptus pour l'exemple. Okay. Donc, où est-ce qu'on va aller? Une fois ici, vous allez rechercher formulaire d'attribut. Bon, peut-être si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez venir et que ça soit comme ça sous forme d'icône. Donc, il suffit d'agrandir la fenêtre et d'essayer de repousser ça. Voilà, vous allez sur formulaire d'attribut. Je vais formulaire d'attribut. Et là, vous avez ici, vous voyez, ça c'était nos champs, nos colonnes, les fils, les colonnes. Ok. FID, c'est l'idée, donc on n'a pas besoin de toucher. On peut prendre le nom arbre. Là aussi, on ne va pas toucher parce que le nom sera personnalisé à chaque fois. Maintenant, l'espèce, on a dit on va avoir une liste de valeurs. Donc ici, il faudra venir au niveau de type d'outils. Ok. Par défaut, on a édition de texte, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui allons mettre notre texte. Donc, au lieu de ça, on va prendre, donc on clique ici, on va prendre liste de valeurs. Voilà, liste de valeurs. Ici, donc, on voit maintenant, on a un champ, un petit tableau où on a valeur description. Donc, la valeur, c'est ce qui est le plus important. La description, automatiquement, elle va la remplir. Ici, on peut la modifier. Donc, on va venir, on va dire notre première espèce qui va au bas. Ok. On vient, notre deuxième espèce, c'est par exemple, qu'est-ce qu'on avait? Baobab, Nîmes, eucalyptus. Ok, bon, on a l'acacia. Ok. On a Nîmes, par exemple. Et on peut ajouter, par exemple, eucalyptus. Okay. Donc, on peut en ajouter autant que l'on veut. Et dès qu'on l'écrit ici, on ne va plus avoir besoin de l'écrire, sincèrement, donc parce qu'on a tout ce qu'il nous fallait. Ok. Je pense que là, c'est bon. Je pense que le reste, on n'a pas besoin de s'en occuper. Hein. Ok. Donc, c'est bon. C'est ça l'essentiel que vous faites. Vous avez préparé ça. Maintenant, vous avez vu ici, on a la possibilité de charger des données depuis une couche ou bien de charger des données depuis un fichier CSV. C'est-à-dire, si ça, on l'avait déjà dans une feuille Excel CSV, donc on peut aller dire les catégories au lieu de les écrire parce qu'on l'a déjà, on va aller, tac, on va aller importer notre feuille CSV, automatiquement, lui, il va l'avoir. Et là, la feuille, c'est quelque chose de simple. C'est juste une feuille Excel où vous avez baobab, acacia, Nîmes, eucalyptus, et vous allez charger ça, automatiquement, il va prendre les valeurs. Donc là, on est bon. On va appliquer pour voir déjà ce que ça donne. On fait OK. On revient sur le crayon. On fait tac. Je vais prendre un arbre. Et qu'est-ce qu'on voit au niveau des espèces? Donc, on a ici une liste déroulante. Donc,
ici. Impossible maintenant de faire des erreurs parce que, voilà, à chaque fois, Baobab est là. Je ne vais pas l'écrire manuellement. Donc, si je prends Baobab, ça reste consistant. Voilà, et ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Ok, donc là, sur ici, on va voir les autres champs qui nécessitent aussi des ajustements. Donc, propriété, formulaire d'attributs. On a réglé l'espèce, l'âge. Aussi, on peut régler ça. Parce que, par exemple, bon, c'est pas forcément qu'il est l'âge des arbres, mais si on laisse comme ça, on peut faire des erreurs. On peut peut-être même, si on ne spécifie pas, bon, peut-être là, on avait bien spécifié que c'est un nombre. Et même si c'est un nombre, on peut, par exemple, écrire 500, 5000, bien, un âge en tout cas qui ne serait peut-être pas correct. Après, on serait amené à corriger, etc. Donc, au lieu de ça, on peut lui dire, en tout cas dans la zone, les arbres ont entre tel et tel nombre d'années. Ok, ça peut être des arbres qui sont plantés aujourd'hui, hier, etc. Donc, on peut par exemple lui dire 0 à 200 ans. Ok, bien 0 à 20 ans, 0 à 100 ans. Donc là, je vais prendre âge. C'est valable aussi pour l'âge d'une personne, on peut dire entre 0 et 100 ans, 0 et 120 ans, etc. Ok, l'âge d'une catégorie socio-professionnelle, vous dites entre tel et tel. En tout cas, l'échantillon ne doit pas sortir de ce cadre-là. Donc, entre, comment dirais-je, 10 et 20 ans. Okay. 45, 69, par exemple. Donc là, je vais prendre âge. Et là, je vais, au lieu d'édition de texte, je vais prendre plage. OK. Range. OK. Vous voyez, par défaut, la plage est trop large, donc on peut mettre n'importe quel chiffre. Donc, au lieu de ça, on va lui dire, l'âge va aller de 0 à 200, par exemple. 0 à 200 ans. Bien 0, je pense que 200 ans, ce sera trop. Disons 0 à 100 ans. OK. Après, si on veut, on peut définir un pas. Ça dépend. Ça dépend. Donc, dans un autre contexte, vous pouvez, par exemple, je donne juste un exemple. Là où vous aurez peut-être besoin d'avoir un pas de 10. Par exemple, vous avez soit une valeur de 10, soit 20, soit 30, soit 40. Donc, pour éviter que la personne, si ce n'est pas vous, ou bien pour éviter d'écrire par exemple des chiffres comme 12, 13, 14, vous pouvez dire le pas ce sera 10 ou bien quelque chose comme ça. Comme ça, automatiquement, vous pourriez utiliser, bon là, ce n'est pas par déplier ça, vous pourriez utiliser les petites flèches pour avoir ce pas-là de 10, de 20 ou bien de 1. Donc là, on laisse pas à 1. C'est ça qui est l'essentiel, donc, d'avoir cette plage. Ok, là, je pense que c'est pas nécessaire aussi. Ok, peut-être on peut mettre des contraintes non nulles, c'est-à-dire la valeur, on ne peut pas la laisser comme ça. Ok, c'est-à-dire il faut obligatoirement mettre un âge, donc ça ne sera jamais nul. Donc ça, vous pouvez cocher non nul si vous voulez. Comme ça vous évite d'avoir des oublis en quelque sorte. Ok, après, on peut directement passer à la hauteur. Hauteur aussi, c'est pareil, on choisit tout simplement une plage. Au niveau de type d'outil, on va prendre une plage. Ok, là on va dire que on va aller de 0, bon, peut-être 0, c'est peut-être disons de 2 à 30 mètres. Ok, 0 mètre sera un peu, peut-être 1 mètre. Voilà, 1 mètre de hauteur à 30 mètres. Voilà, si vous voulez aussi, comme je dis, vous pouvez renforcer la. Voilà. Après, on peut passer à l'état. Ok, l'état, on aura tout simplement également une liste de valeurs, voilà, une liste déroulante, bon, moyen, mauvais. Ok, type d'outil, donc on va prendre liste de valeurs. Ok, on aura 3 valeurs.
Donc, c'est bon. C'est mauvais. Ou bien est-ce que c'est peut-être relativement moyen? Relativement moyen. C'est relativement moyen. Donc, bon, mauvais, moyen. Bon, l'ordre n'est pas très important. Après, vous pouvez appliquer. OK. Bon, il nous reste la date. La date par défaut. Donc, comme on avait choisi la barre date, donc il a automatiquement compris que c'est date. Donc là, il a pris date, heure. Peut-être on peut changer le format d'affichage. Date, mois, day, month, year, donc jour, mois, année, c'est bon. Donc, est-ce que ça va s'afficher sous la forme d'un calendrier ou bien quelque chose comme ça si on est sur la table attributaire? Donc là aussi, c'est possible. OK. Bon, il demande est-ce qu'on va écraser le format qu'on avait. Je pense qu'on n'en a pas besoin, on laisse ça comme ça. On fait OK. Donc maintenant, quand on va aller en mode édition, OK, qu'on commence à créer les arbres, tac, on voit que ici on a vraiment un formulaire. Donc ici, vu qu'on avait renforcé la contrainte non nulle, donc on voit que ici il nous le précise en fait. Donc si c'est nul, il y aura des soucis. Donc il faudra au moins mettre une valeur. Voilà. Ça ne doit pas être nul, donc ça ne doit pas être vide pour celle-là. Donc ici, le nom de l'arbre. OK, on va reprendre Ablay. Voilà. Là, l'espèce, on choisit l'espèce Nîmes, par exemple. L'âge de l'arbre. OK, on prend quoi, par exemple? Disons 10. Donc, comme on avait fixé notre limite à 100, quand je mets 100, donc automatiquement là c'est terminé, je peux pas mettre, si je mets 1000, voilà, automatiquement il va le refaire à 100, si je mets 300, il va se limiter à 100. Ouais. La hauteur, donc on avait dit 0 à 30, si je mets 35, ok, là, bon, je sais pas, est-ce qu'on a fait une erreur? Parce que là, il semble ne pas le prendre en compte. Et après, je peux revoir ça. Au niveau de l'état, ok, on a nos 3 catégories, bon, moins, mauvais. Au niveau de la date, voilà, on a la possibilité de choisir la date sur un calendrier. Okay. Ouais. Donc, on a ici les années, on peut dire que l'arbre c'est en 1900 quelque chose, que ça a été planté, on donne la date exacte, etc. Août, le 7 par exemple. Voilà, par exemple, on a ça. Donc, pour la hauteur, on a un souci, je vais voir ça. Hauteur en mètres. Ok, je pense que ça l'a pas pris en compte. Je vais prendre plage. Donc, on va dire de 1 à 30 mètres avec un pas de 1. Je vais appliquer d'abord. Ok, là, je pense que c'est bon. Ok, je vais placer un point. Ok, 33. Ok, là, c'est bon. Là, ça fonctionne. Voilà, donc c'est un peu ça. Bon, bah, 25 ans. Hauteur, disons, 7 mètres. État, bon. État d'intention. Là, après, on peut choisir. Là, c'est juste pour montrer l'exemple, mais c'est pas forcément quelque chose qui est nécessaire. Ok. Par exemple, on fait OK.
À chaque fois que vous allez créer, donc ça va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de consistant et ne pas perdre beaucoup de temps. Voilà, par exemple, j'ai créé ces deux arbres. Bon, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez suivi ou bien est-ce que ça a été rapide? Allô, est-ce que ça va? Ça a été pour vous? Ok, stop. Donc, pas de questions par rapport à ce qu'on a fait. On va voir que tout ce qu'on a fait après, quand vous ouvrez par exemple la table attributaire, donc vous avez toujours un peu cette consistance. Donc, au niveau des espèces, vous voyez, si vous avez fait une erreur, vous venez sur la table attributaire, vous choisissez la bonne espèce au cas où. Donc, ça facilite même la mise à jour de vos données en fait, avec le temps. Ok, par exemple, si ça passe en état moins à un état bon selon le suivi, donc vous pouvez venir faire la modification assez rapidement. Ok. Quand vous voulez faire une sélection par base, ici pareil, vous pouvez passer par cette méthode. Et comme vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup de possibilités. L'essentiel, c'est d'être conscient qu'il y a des choses à faire. Donc, si vous avez des tâches un peu compliquées pour la préparation de vos données, vous pouvez venir voir ce qu'il est possible de faire au niveau de voilà, des formulaires. Vous avez même la possibilité d'ajouter des pièces jointes, okay, par exemple des photos ou bien quelque chose comme ça. Je pense que, par exemple, si je mets des jointes, après, tu vas tout simplement, par exemple, sélectionner un fichier existant. Après là, tu vas aller joindre un fichier, par exemple, d'image. Stockadeur, voilà, faire plus. Vous pouvez avoir même des cases à cocher. Donc, voilà. Donc, plus titre vrai ou faux, bien vous pouvez enregistrer des données. Donc, là, je vais annuler. Donc, si c'est bon, ce que je voulais vous montrer. Est-ce que vous avez partagé votre écran? Ah ouais, je l'avais arrêté tout à l'heure. Ok, merci. C'est fait. Voilà, donc, bon, j'étais en train de dire que l'essentiel, c'est d'être conscient de son existence, mais comme vous allez le voir, ici, on a plusieurs autres possibilités. Ouais. Voilà, couleur, si on veut attacher une couleur qu'on va utiliser même sur la table attributaire, si on peut. Ok, le champ contient une couleur, machin, des choses comme ça. Donc, on a les contraintes. Par exemple, là, au niveau des états, j'ai pris couleur, c'est OK. Quand je vais ajouter l'identité, normalement, j'aurai un champ de couleur. Au niveau des états, vous voyez, je peux directement choisir, par exemple, une couleur qui serait associée à cet état-là. Tac. Au lieu de d'écrire, donc je choisis directement une couleur associée à cet état-là. Et cette valeur-là, je peux l'utiliser pour la symbologie. Donc, je vous montre juste allez-y, voilà, code 3, eucalyptus, âge, disons 25, la hauteur, état, bon,
je vais dire l'état, je vais prendre vert. Voilà, je peux choisir une date ou pas, c'est pas obligatoire. Ainsi de suite. Je vais choisir en ligne. Je vais mettre ici 55. La hauteur, je vais dire 16. Je vais choisir l'état, par exemple, moyen, je vais dire ça. Après, je choisis une autre. Arbre 5. Acacia. L'âge 28. La hauteur, je vais dire. Et là, je vais le mettre dans un état rouge, comme ça. Et OK. Donc, après, peut-être, je peux, quand je fais la symbologie, je peux catégoriser, par exemple. Bon, ici, je prends la couleur. Ouais, c'est la couleur, je l'avais mis au niveau des états. Donc, je peux prendre état. Je pense. Après, je vais classer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, là, c'est ce que j'avais fait avant. Donc, c'était avant de le mettre sous forme de couleur. Donc, c'est pour ça qu'on a bon, mauvais. Mais quand on a choisi la valeur couleur, même sans venir mettre la couleur, automatiquement, il a pris ici. Bon, ici, il n'a pas pris la couleur, mais il nous a mis le code couleur, en fait. Voilà, il nous a mis le code couleur. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou bien, mais je n'arrive pas à suivre. OK. C'est rapide ou bien tu ne vois pas? Là, je pense. Est-ce que vous n'avez pas un problème de connexion ou bien? D'accord, ça peut Peut-être aussi c'est à mon niveau. Oui, ça peut être le cas. Je sais pas, je sais pas. Je suis là. Je pense que ça va un peu, mais c'est un peu lent, mais je pense que ça ne devrait pas être un problème. Si tu vois mon écran, je pense que ça va, hein, je pense que ça va. Oui, oui. Je sais pas. Bon, je peux arrêter et représenter pour voir. Ok. Est-ce que tu vois le QGIS? C'est bon? Pas encore. Non, je ne vois pas le juste. Peut-être que Ousmane, lui, il voit, mais moi, je ne vois pas. Ok. Ousmane, t'es là? Ousmane, est-ce que tu mourir? Non, venez. Ok. Mourouba, tu es là? Non, mon modèle est parti Ah, depuis. il est parti. Ok. Bon, je sais pas. Toujours, c'est pas encore Oui, bon. parce que nous, il a affiché sur ton Mhm. profil que cette vidéo a été mise en pause à cause de votre problème de réseau. Ok. Ok. Eh bien, Bon, mais vu que je pense. En tout cas, pourtant, mon réseau fonctionne bien à l'instant. peut-être problème avec votre réseau, à cause de votre problème avec votre réseau. C'est pas à ton niveau aussi, parce que souvent, ça, je pense que ça peut le faire si c'est à ton niveau. Que ça dise que les vidéos ont été Ok, mises en pause pour économiser un peu la bande passante. ok. Mais là, je rentre sur YouTube sans souci. Bon, je pense que ça va. Tu peux tester de ton côté pour voir. Et pour la fenêtre de QGIS, Pas encore. Oui, oui, ça vient d'arriver. okay.
Donc ici, ce que j'expliquais, c'est que quand on prend la valeur état, comme il l'a stocké sous forme couleur, il nous donne ici la valeur, le code couleur. Mais en réalité, la couleur ici ne s'adapte pas directement. Donc, ce qu'on peut faire dans ce sens-là, on peut faire des trucs de symbologie un peu plus poussés. Hein. Donc, on peut directement cliquer sur ce symbole. Bien, je pense que là, ça va pas. Non, là, ça ne peut pas. Donc, on clique sur ce symbole de couleur. Ensuite, on va dans symbole simple. Ici, au niveau de la couleur de remplissage, on peut lui dire tu vas adapter la couleur en fonction de ce qui est dans état. Donc, on va faire éditer, valeur définie par des données ici. Tac, on va faire éditer. Ok, je pense au niveau des variables, on n'a pas quelque chose, peut-être vraiment. Donc, on va faire éditer et on va lui donner le champ couleur. Donc, champ et valeur. Le champ état, en fait. Ok. Donc, comme le champ état porte des couleurs, comme on l'a vu, il va se baser sur la couleur qu'on avait choisie sur état pour l'appliquer. Donc, tu vois, dès que j'ai pris état, automatiquement, il sait que ici, il va mettre du rouge, ici, il va mettre orange, il va mettre bleu. Autant pour moi, vert. Donc, malheureusement, quand on utilise ces valeurs définies par les données, la légende ici ne s'actualise pas automatiquement, mais après, on peut peut-être le faire manuellement. Ça, c'est un peu l'inconvénient. Voilà. Et ouais, même si on a ici une autre couleur, automatiquement, lui, il sait que là, c'est bon, là, c'est mauvais. Donc, il a mis les bonnes couleurs sur la carte. Mais c'est pour montrer que quand il y a des choses qu'on peut choisir, qu'on peut avoir. Quoi. Modifier la couleur. Donc là, il n'y a pas de possibilité de directement choisir, malheureusement. Ok, donc je pense que je vais... Bon, comme je vais mettre ça, comme j'ai dit, dans le drive. Comme ça, vous pouvez reprendre, vous pouvez l'adapter à votre façon. Vous pouvez même en faire un autre exercice. Voilà, suivant comment dirais-je, cette façon de travailler, en fait. Ok. Est-ce que c'est bon jusque-là? Tu vois mon écran? Oui. Ok. Ok, je pense qu'on peut passer à l'édition avancée de Polygon. Okay. Donc ici, l'idée, c'est d'avoir plusieurs polygones et de voir les outils de numérisation avancés qu'on a ici, un peu en gros à quoi ils servent et on va voir qu'ils peuvent vraiment toujours, je pense que l'objectif, c'est d'aider à gagner plus de temps, plus d'efficacité, travailler de façon plus professionnelle. Ok. Donc, hier, on avait cette couche ILO. On peut continuer à travailler là-dessus. Après, peut-être je peux montrer comment les outils de numérisation avancés peuvent aider à rendre ça beaucoup plus intéressant. OK? Donc, ce que je vais faire, d'abord, je vais rendre cette couche-là un peu plus transparente. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Ouais, je vais juste ça, comme ça, de façon un peu transparente. Je vais mettre ça en rouge. Voilà, comme ça sera visible de votre côté. Donc, je viens, comme hier, je fais tac, je fais comme ça, je peux ajouter n'importe quel polygone que je souhaite, tac, 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 comme on l'a vu hier. Ok. Par exemple, ici, si je veux, si je décide, bon, ce que je vais expliquer, c'est que là, on a plusieurs polygones qui, après, ont les mêmes formes. Par exemple, je pouvais faire quelque chose comme ça. Je vais prendre un grand polygone, après, je vais me mettre à les scinder, voilà, pour avoir les parts que je veux. Comme l'outil qui nous a permis hier de découper la ligne. Voilà, donc je fais comme ça. Je prends un gros polygone, donc je m'approche ici, là, là,
Et là, je fais tac. Vous voyez, j'ai un gros polygone, mais à l'intérieur, j'ai plusieurs lots. Donc, je peux venir maintenant, je fais comme ça, je sépare les entités. Et ça me permet, ici l'avantage c'est ici, par exemple, si c'était, comme on a dit, par quartier, on prend un cas, en tout cas un bloc comme ça, on dit que c'est le bloc 1, mais dans ce bloc 1, on a des sous-blocs, mais qu'on veut conserver, qu'on veut savoir chaque sous-bloc, attributairement, ça fait partie de quel grand bloc. Donc, quand on ajoute ça, on l'appelle bloc 1. Quand on scinde, on va avoir l'attribut bloc 1 qui va, la valeur bloc 1 qui va être conservée. Et à l'intérieur, maintenant, on pourra, comme je vais vous le montrer, prendre ça. Donc, je sélectionne ça. OK. Après, je pourrais scinder ça en deux. OK. Donc, je prends maintenant l'outil séparer les entités. Si on n'a pas cet outil, comme on a fait hier, on peut faire clic droit ici et on va aller afficher la numérisation avancée. Voilà, tac, numérisation avancée. Et le fait de sélectionner, ça nous évite de découper autre chose que l'on ne voulait pas découper. Ok, je prends ici séparer les entités et je peux lui dire, là j'ai un bloc, donc je vais tac, je fais tac. Et là, il faudra sortir, donc je m'accroche, je me sors un peu comme ça, ou bien comme ça, peu importe. L'essentiel, c'est de sortir, de faire tac. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce bloc-là, qui était un seul bloc, il l'a mis en deux blocs. Donc, je prends l'outil de sélection, je vois que c'est deux blocs différents. OK? Maintenant, quand je sélectionne, j'ai un petit souci parce que je ne vois plus le fond. Donc, ça peut me handicaper. OK? Donc, soit je laisse comme ça. Et comme j'ai dit, si je laisse comme ça, je peux faire comme ça. Et je peux découper autre chose que je ne voulais pas découper. Ce n'est pas non plus l'objectif. Donc, je vais vous montrer aussi comment changer l'apparence de la sélection. Moi, je la change trop souvent parce que j'ai souvent besoin, quand je sélectionne, de voir ce qui est en bas, quand j'ai un fond de carte. Je ne sais pas si vous saisissez. Tu saisis un peu l'essence de ce que je veux dire. Quand je sélectionne là, je ne vois plus le fond de carte. OK. Maintenant, pour régler ça, vous pouvez aller sur les propriétés. Vous pouvez ne pas le faire sur QGIS entièrement, mais vous le faites sur les propriétés de votre projet. Donc, projet, propriété. OK. Et là, on va aller sur général. Général. Propriété générale. Couleur de sélection, vous avez vu, donc ça apparaît en jaune comme ça. Donc moi, je reste sur du jaune, mais je vais le rendre un tout petit peu transparent. Donc vous voyez la bande de transparence qui est là. Ça veut dire que quand je sélectionne, je vais voir que ça va apparaître légèrement en jaune, mais ça sera transparent de telle sorte que je vais voir le fond de carte. C'est très très pratique. Donc je mets comme ça, juste pour pouvoir voir le fond de carte. Une fois que c'est fait, je vais faire OK. Bon, là, je vois pas le bouton OK, donc je peux réduire ici. Voilà, là, j'ai le bouton OK, appliquer, appliquer, je peux faire OK. Vous voyez? Maintenant, quand je sélectionne, ça apparaît en jaune, mais je vois toujours mon fond. Et donc, je peux faire mes modifications sans aucun problème. Donc, je viens, je prends ça, je peux zoomer, je peux dire, là, je veux isoler ce bloc-là. Vous voyez, avec la sélection au début, moi, je ne voyais pas un peu ce découpage-là. Donc, je peux dire, je vais aller comme ça, tac, 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 et je termine par un clic droit, tac. Donc, vous voyez, il m'a isolé ce bloc-là. Je reviens, je sélectionne ça. Ok, je fais comme ça. Ok, je fais tac, je m'accroche ici, et je m'accroche là, et après, je peux sortir à l'intérieur ici. À l'extérieur, je dirais, parce que c'est ça ma zone de sélection. Donc, je sors, je fais clic droit. Donc, j'ai un autre bloc. Vous voyez? Donc, si vous le maîtrisez, ça va vraiment être beaucoup plus rapide que de construire les polygones un par un. Et surtout, ça peut vous permettre de conserver des attributs. Donc, on saura que tous ces polygones-là font partie, par exemple, d'un même bloc.
Donc, je peux prendre ça. Moi, je vais faire ça de façon beaucoup plus pragmatique. Je fais tac. Là, je sors. Donc, j'ai deux gros blocs. Ce bloc-là aussi, je peux le découper. Donc, je peux faire comme ça. Tac. Ouais. Même celui-là, si j'avais quelque chose à découper, je peux le faire. Je prends celui-là. Je sélectionne. Je prends l'outil. Je le découpe. Il me reste celui-là. Je sélectionne. Je pense que je vais le découper comme ça. Ouais, celui-là, je pense que il est bon. On n'a pas de route qui sort carrément. Peut-être celui-là. Je pense qu'il est bon comme ça. Donc ça, c'est notre premier outil pratique que moi, j'utilise vraiment tout le temps. Est-ce que ça fait sens selon vous? Ah oui. Ok, magnifique. Maintenant, Mhm. voilà, comme on a cet outil qui permet de séparer, on a aussi tout simplement son contraire, un outil qui nous permet de regrouper. Comme j'ai dit, par exemple, si je découpe celui-là alors qu'en réalité, je ne devais pas le découper, bon, je peux toujours dire à ces deux-là quand même, c'est la même zone. Donc, je les sélectionne. Je prends l'outil de sélection, il est ici, sélectionner des entités. Je sélectionne les deux avec contrôle ou bien je clique, je trace. Contrôle, tac, contrôle, tac. Après, je vais les fusionner. Ouais, donc il y a cet outil-là. C'est comme si, voilà, il est en train de coudre quelque chose. Donc, fusionner les entités. Sélectionner. Tac. Là, il te demande des attributs, machin. Donc, il faut faire OK à ce niveau. Voilà, il a rassemblé les deux polygones. Donc, c'est des outils auxquels tu ne peux pas avoir accès si tu n'as pas activé la numérisation avancée. C'est très, très pratique. Très pratique. Voilà, autre outil qu'on va voir. OK. Donc, je peux rester toujours sur ce bloc-là. OK. Bon, ou bien je vais aller ailleurs. Comme ça, l'exemple sera beaucoup plus parlant. Voilà, je vais par exemple prendre ce bloc-là. Là, je vais tracer un polygone, comme on l'a vu. Tac. On trace ici un polygone. On peut s'accrocher à chaque extrémité, à chaque sommet. Clic droit. Tac. Donc ici, ce que je peux faire, par exemple, je peux séparer comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Mais il y a d'autres outils, par exemple, remodeler les entités que je voudrais montrer. Remodeler, c'est quoi? C'est-à-dire tu as déjà tracé ton polygone. OK. Ensuite, tu te rends compte que la façon dont tu l'as tracé, c'est pas parfait en quelque sorte. Donc ici, tu as déjà tracé. Après, tu te dis, bon, est-ce que je ne devais pas limiter ici mon polygone? Ici. Donc, tu vas prendre l'outil remodeler. Il est là. Donc, l'outil en vert avec le truc en jaune ici. Remodeler les entités. Donc, ça marche dans les deux sens. Soit j'ai quelque chose à enlever entre guillemets, soit j'ai quelque chose à ajouter. OK? Donc, je montre si on a quelque chose à enlever, c'est-à-dire ça. Donc, je remodèle en faisant ça. Donc, je clique à partir du d'or. C'est comme quand on découpait, en fait. C'est comme ce qu'on avait fait quand on voulait couper. Donc, je fais comme ça. Sauf que ici, il va carrément l'enlever. Il ne va pas les séparer. Donc, je fais comme ça. Je vais lui dire, ça fait partie, ça ne fait plus partie. Voilà. Quand je fais clic droit, automatiquement, il a enlevé ça. Il l'a pas séparé parce que je me suis dit, ça, c'est une zone, voilà, autre chose. Donc, je l'enlève. Donc, juste pour l'exemple. Maintenant, le contraire aussi, c'est possible. Si je me dis que, quand même, cette zone-là, ça fait partie de ça, je peux toujours prendre l'outil remodeler et je vais ajouter la partie que je veux ajouter. OK? Je pense que bon, je voudrais donner l'exemple dans un autre côté, mais bon, c'est bon, on va le reprendre sur celui-là. Il suffit maintenant de partir de l'intérieur de la zone sélectionnée. Donc, par exemple, n'importe où, hein, je peux juste faire un clic ici et je vais aller ici, par exemple, au niveau de l'extrémité. Tac.
En fait, ce que je veux lui dire, c'est que tout ça, ça fait réellement partie de cette zone, parce que c'est le même îlot. Voilà, même si là, il n'y a pas de bâti. Donc, je pars de l'intérieur, je lui dis, il faut me prendre tout ça et me rajouter. Donc, je fais comme ça. Je clique au niveau de l'extrémité ici. Je reviens au niveau de l'extrémité. Et après, il faudra revenir à l'intérieur pour qu'il sache que vraiment vous le rattachez à ce polygone. Et en revenant à l'intérieur, peu importe à l'endroit, donc vous revenez juste à l'intérieur. Vous faites un clic, après vous faites un clic droit. Voilà. Automatiquement, il a ajouté ça. Donc, comme ça, ça remodèle en fait. Et vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Donc, vous avez un petit truc à prendre. Tac, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je rajoute ça. Vous voyez? J'ai autre chose à ajouter. Tac, 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 tac. J'ajoute ça. Vous voyez? J'ai autre chose à ajouter. Je fais comme ça. Tac, tac. J'ajoute ça. Vous voyez? Donc, comme ça, tu remodèles comme si tu étais, je sais pas comment le dire, un sculpteur. Donc, qui est en train de sculpter une sculpture. Voilà. Donc, en même temps, je me dis que ça fait pas partie de l'îlot. Donc, je pars de l'extérieur, je m'accroche ici, je fais comme ça et je dis donc, il faut m'enlever tout ce qui est de ce côté-là. Donc, je sors là, je fais clic. Voilà. C'est un peu comme l'autre, sauf que l'autre, il allait juste séparer les choses. Alors qu'ici, il m'enlève des choses pour que, voilà, mon îlot soit plus précis. Donc, pour les restes, je pense que je vais partir justement comme ça, de la gauche à la droite, comme ça, on va mieux savoir comment s'en sortir. Donc, ici, on a l'outil qui permet de déplacer les entités, ou bien déplacer et copier. Ok, déplacer, c'est par exemple quand je viens, tac, j'ai déjà sélectionné, donc ça va s'appliquer sur ce que j'ai sélectionné. Donc, même si je clique ailleurs, même si je clique ici, vu que j'ai sélectionné ça, ce que je vais faire, vous voyez, ça prend l'autre polygone, tu vois, il l'a déplacé. Donc, je peux retourner toujours avec ça ou bien avec CTRL Z. Donc, comme son nom l'indique, il permet de déplacer. Ça peut être pratique dans certains cas hein, où on construit. Si on ne suit vraiment pas le plan et par exemple on construit notre propre plan, peut-être d'aménagement ou bien quelque chose comme ça, on peut se dire, allez, je vais créer un polygone rapidement. On peut se dire, voilà, j'ai un polygone, tac, tac, tac. Là, j'avais même pas besoin de suivre ça. Après, je vais lui dire, je vais déplacer et copier. Donc, je prends ça, déplacer, copier et déplacer. Copier et déplacer. Donc, si je veux plusieurs polygones qui seront de cette même forme, donc je peux faire comme ça, tac. Après, je vais en remettre une. Malheureusement, là, il va pas pouvoir s'accrocher carrément. Peut-être si je prends l'extrémité ici, tac, je peux m'accrocher si je le souhaite. Ok, donc, une fois que j'ai sélectionné, je peux le déplacer autant de fois que je le souhaite. N'importe où. Donc, je garde la même surface, la même forme, et je peux en placer autant que je souhaite. Donc, ça permet vraiment de faire un peu des sortes de plans d'aménagement. Voilà, avec, donc, par exemple, si je me dis que là, je prévois dans la zone deux écoles de, je sais pas, disons 2 hectares, 3 hectares, donc qui auront peut-être la même forme. Ok, donc en plaçant, je peux déjà tracer le premier polygone avec les bonnes dimensions. Je viens copier, déplacer, je fais tac et je vais prendre l'autre. Je vais voir la bonne localisation et où je pourrais le mettre avec les mêmes dimensions. Donc je peux dire, voilà, je vais le mettre ici. Donc j'ai copié et je l'ai déplacé. Okay. Non, n'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous ne suivez pas, ou bien si vous avez même un avis intéressant à donner par rapport à ce que vous pensez que ça peut être l'utilité dans l'outil donné. Voilà, n'hésitez pas. Sinon, est-ce que vous aviez déjà utilisé ces outils? C'est pour pas que je répète des choses que vous faites déjà aussi.
Non, pas personnel, jamais. Ok. Ousmane, tu es là et Mamadou, vous êtes tous là? Bon, je suis là, je suis en train de suivre, mais je ne suis pas en train de pratiquer. Ah, d'accord, d'accord. Je suis en train de suivre seulement. D'accord. Donc, peut-être après, tu vas essayer de profiter de la vidéo. Et quand tu... Bon, je ferai mon maxi, j'avais oublié de le mettre. Pour le mettre à l'heure, comme ça. Bon, en tout cas, on a toute la semaine hein, pour que vous essayez de refaire tout cela. Vous allez voir que c'est relativement rapide à mettre en œuvre. Voilà. D'accord, Donc, c'est pas de pas souci, évident Inch'Allah. aussi d'appliquer en direct. Mais si tu suis et tu comprends, si tu comprends pas, n'hésite pas à m'interpeller. Ok, donc on a l'outil déplacer, on a l'outil qui permet de pivoter. D'accord, pas de problème. L'outil qui permet de pivoter, ça marche carrément. Je pense que j'avais un peu cette idée tout à l'heure. Je vous parlais par exemple quand on a un polygone comme ça qui représente par exemple un aménagement qu'on prévoit, disons une école. Ok, attends, je vais le mettre sous une forme rectangulaire. Donc disons 3 hectares, quelque chose comme ça. Donc je me dis que je copie et je déplace ça. Sauf que quand je déplace, peut-être quand je le mets dans un autre secteur, j'ai besoin qu'il prenne une autre orientation. C'est pas évident que tous les deux aient la même orientation, même s'ils ont la même dimension. Donc, c'est là que cet outil prend tout son sens. Au lieu de venir déformer le polygone, je peux prendre ça. Ok, j'ai la même dimension, le même rapport, longueur-largeur, je vais prendre, pivoter. Comme ça, là, je vais venir, voilà, je vais cliquer, vous voyez, je peux le pivoter et prendre le sens en fonction de la disposition des routes, etc. Ouais, donc là, je l'ai bien pivoté. Et celui-là même, si je peux bien le pivoter par rapport aux routes. Ouais. Donc, chaque outil ici a vraiment son sens et vous pouvez toujours trouver des cas d'école, des cas d'application qui pourront être pratiques. Pour cela qu'on parle vraiment de numérisation avancée parce qu'il vous permet de faire des choses de façon semi-automatique au lieu de toujours venir tracer manuellement les choses. Du polygone. Donc là, voilà, je peux le déplacer. Tac. Je le déplace un petit peu vers le bas, par exemple. Et là, on a l'outil mettre à l'échelle. OK? Bon, en gros, il s'agit de l'agrandir de tous les côtés, en fait. Donc, quand je clique, vous voyez, je l'agrandis comme ça. Donc, tu cliques et tu déplaces un peu, tu vois, donc tu l'agrandis. Et là, on a le scaling, c'est-à-dire tu veux dire, bon, je multiplie ça par 2, ouais, ou bien je multiplie ça par 4, ouais. Donc, ça respecte la même forme de base, mais dont bon, je pense que c'est peut-être c'est pas la surface, mais chaque côté a été multiplié par 2, je pense, voilà, c'est un peu quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été scalé par 2, ouais. Donc, par exemple, là, je prends par 2, par 10, peu important, l'essentiel, c'est si vous voulez augmenter un peu. C'est un peu comme une zone tampon que vous faites directement à la volée. Sauf que il y a une légère différence. En fait. Voilà. Donc, soit c'est valable aussi négativement, vous pouvez diminuer. Donc, je veux diviser la surface par 2. Donc, je fais 0,5. Donc, ça me permet de diviser la surface par 2. Ok, on a ici simplifié l'entité. Bon, c'est un peu quand on a une entité avec beaucoup de vertex, beaucoup de sommets. Bon, je vais tracer un polygone pour montrer. Si on a un polygone avec beaucoup de trucs, par exemple là, je trace juste un polygone zigzagué comme ça. Ouais, donc je fais OK. Donc on a plusieurs sommets. Donc quand on prend cet outil-là, on peut simplifier cette entité-là. OK.
en diminuant un peu le nombre de sommets, etc., la tolérance à la couche. Donc, par exemple, simplifier par... bon, lisser, ça fait un peu le contraire. Normalement, ça ajoute plus de sommets quand on prend lisser. Mais on peut prendre, par exemple, simplifier par R, Vis-Ballingham, unité de couche, machin. Donc, là, ce sera 1 mètre. Bon, là, après, c'est à vous d'expérimenter, par exemple, mettre 100. Vous voyez, là, il a simplifié mon entité avec une surface un peu de 100 mètres carrés, quelque chose comme ça. Donc, par la distance aussi, vous pouvez simplifier par la distance, donc 100 mètres. Voilà, donc ça simplifie. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Bon, c'est un outil que moi, j'utilise vraiment pas, parce qu'il y a des outils de simplification qui sont disponibles dans la boîte à outils de traitement, qui seraient beaucoup plus pratiques. Après, on a ajouté un nano, donc c'est un outil aussi super important que moi, j'utilise souvent. Ok, ajouter un anneau, je pense que ajouter un anneau, remplir un anneau. Voilà, je pense que c'est deux outils un peu complémentaires. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ajouter un anneau, c'est par exemple quand tu as un polygone, ok, mais qu'à l'intérieur, tu as quelque chose qui ne fait pas partie de cette zone. Ok, bon, je vais juste prendre un exemple plausible. Par exemple, je me dis, là, on a l'officine, le projet, je sais pas quoi. En tout cas, on a un polygone, comme ça. Bon, disons, je prends tout ce secteur. Tac. Et toi, par exemple, tu es peut-être un pilote drone, peut-être pour le plaisir ou bien, voilà, le divertissement pour un projet donné. Mais voilà, on dit par exemple que cette zone-là, il ne faudra pas survoler l'officine ou bien l'hôpital ici. Donc, c'est interdit de survoler. Peut-être ça là, tu peux matérialiser ça, ou bien toi, en tant que consultant, tu peux matérialiser ça pour le montrer déjà à cet utilisateur en faisant juste un anneau. Donc, tu lui dis, tu veux lui montrer la zone à survoler, ok? Donc, au lieu de venir de base dire, je verrai que c'est un peu compliqué. Au lieu de venir de base dire, non, la zone à survoler, c'est ça. Bon, moi, j'ai l'habitude de le faire, donc normalement, ça va aller. Donc là, c'est la zone sapeur et je vais l'exclure aussi. Donc, au lieu de faire un peu des trucs comme ça, tourner à gauche, à droite pour lui dire, voici la zone qu'il faudra survoler. Voici la zone qu'il ne faudrait pas survoler, tu vois. Au lieu de ça, tu peux directement, ça sera un peu compliqué, surtout si tu ne maîtrises pas trop. Tu peux directement prendre tout le polygone, ok? Donc, la zone à survoler. Après, tu vas exclure, une fois que tu as tracé ça, tu vas exclure les zones qui ne t'intéressent pas. Donc, pour cela, tu peux juste prendre, ajouter un anneau. Donc, quand tu prends ajouter un anneau, tu viens, tu lui dis, tac, 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 tac. Cette zone-là, il ne faudra pas y toucher. OK? Tac, tac, tac. Par exemple, cette zone-là. Donc, l'anneau doit quand même toujours être à l'intérieur. Et aussi, tu peux refaire ça. Tac, 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 tac. Voilà. Donc, là, à partir du polygone de base, tu as su lui montrer les zones. Lui montrer en tout cas la zone à survoler. Et tout ce qui est ici, c'est une zone. Voilà. À ne pas survoler. J'ai juste pris l'exemple comme ça. Mais ça peut s'appliquer à beaucoup d'autres domaines. OK. Donc, c'est l'outil ajouter un anneau. Ça permet juste d'ajouter un peu, comme son nom l'indique, un trou, voilà, à l'intérieur d'un polygone qui est tracé. Comme j'avais dit, bon, ajouter une partie. Après, peut-être on peut voir ça. Je vais expliquer ça brièvement. Ajouter une partie. Maintenant, on a remplir un anneau. Donc, ces deux outils-là sont plus liés. Je pense qu'ils devaient être côte à côte. Donc, remplir l'anneau, c'est un peu comme ajouter un anneau, mais je pense qu'il est souvent plus efficace parce que, entre guillemets, ça fait d'une pierre deux coups. OK? Parce que ici, remplir l'anneau, ça permet non seulement d'exclure une zone, mais aussi d'ajouter une nouvelle zone en même temps et pour lui dire, par exemple, cette fois-ci, non, ça c'est une zone à ne pas survoler.
Par exemple, voilà, par exemple, je prends là, j'ai juste exclu, mais quand je prends remplir l'anneau, je fais comme ça, tac. Voilà, donc il n'enlève pas automatiquement, il me propose de créer un nouveau polygone. Donc en réalité, le nouveau polygone qu'il crée, ça va exister dans la table attributaire et je peux nommer ça zone à ne pas survoler. Au lieu de juste laisser un trou, donc là, il saura la zone à survoler, la zone à ne pas survoler tout court. Ça peut être intéressant dans plusieurs autres domaines. Voilà, donc comme par exemple dans le cas qu'on a montré ici, dans les silos et tout. Donc si j'ai quelque chose à exclure à l'intérieur, par exemple la zone forestière ici à l'intérieur, je peux venir, je fais remplir un anneau. Donc je reste sur la même zone, mais je remplis un anneau tout simplement à l'intérieur de cette zone-là. Voilà. Donc au lieu de créer un trou, je vais directement créer un autre polygone à l'intérieur de celui-là. Et l'avantage, c'est que les deux ne se chevauchent pas. Voilà, automatiquement. Remplir l'anneau. Effacer un anneau. Bon, je pense que là aussi, c'est l'avantage de créer des anneaux. C'est-à-dire, si je crée un anneau, je sais que j'ai fait une erreur, je peux venir tout simplement l'effacer. Donc, je clique dessus. Comme ça, il va m'enlever l'anneau. OK. OK, donc normalement, ici, je sais pas. OK, là, j'avais rempli l'anneau. Donc, ici, c'est ici que ça va marcher. Effacer un anneau. Donc, ici, on avait ajouté un anneau, c'est-à-dire juste un trou. On peut revenir, on lui dit, bon, ça enlève l'anneau. OK, donc, je clique, tu vois, ça repart à 0. Après, si je veux, je peux refaire un anneau, si je souhaite. Tac, 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 tac. Donc, c'est un peu efficace, en fait. Ça veut dire, si je fais une erreur sur mon anneau, je peux directement venir effacer un anneau. Je fais, tac, je clique juste à l'intérieur de l'anneau. Il l'efface, comme par magie. Voilà, donc j'efface l'anneau et je vais juste prendre l'outil remplir un anneau que j'avais pris tout à l'heure pour pouvoir faire la différence. Bon, après là, on n'a pas d'attributs, mais si on avait des attributs, on va voir que ça sera plus pratique. Est-ce que vous avez des, comment dirais-je, des idées sur son utilité ou bien sur ce à quoi ça pourrait peut-être vous être utile? Juste un exemple. Je pense que oui. Je pense que oui, dans une quartier, on pouvait nous demander de numériser les maisons bâties et les maisons non bâties. On peut prendre un grand polygone pour délimiter notre quartier et faire un jaune, ajouter un anneau pour différencier des zones bâties et les zones non bâties. Exactement, exactement, oui. On pourra prendre celle-là, remplir l'anneau. Comme ça, automatiquement, on pourra venir, tac, tac, tac. Si on a nos catégories déjà définies, surtout avec ce qu'on a vu tout à l'heure, les formulaires d'attributs. Voilà, je sais pas si j'aurai la flemme de le faire, mais ça marche effectivement. Donc, formulaire, là, j'ai pas de colonne, mais je peux mettre formulaire d'attributs. Donc, je vais mettre le ID en liste de valeurs, tout simplement. Attends, là, c'est une valeur numérique. Je vais mettre 1, 2, par exemple. Je sais pas si ça va fonctionner. Je mets comme ça. Ok, donc voilà, je dis que c'est 1. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est l'ID. Donc, j'ai eu la flemme de le faire. Hein. Liste de valeurs, édition de texte. Je laisse ça comme ça. Donc, je peux aller sur champ. Je crée un nouveau champ. Je peux l'appeler type texte chaîne de caractères. Je vais lui dire longueur 20. Ok. Donc, champ, je vais aller enregistrer ça. Formulaire d'attribut. Donc, le type
comme on a vu tout à l'heure, je peux mettre ça en liste de valeurs. Et je vais dire, comme vous avez dit, quartier, maison bâtie, maison non bâtie. Ok, je vais appliquer. Ok. Donc, quand on vient, par exemple, on va prendre, par exemple, remplir l'anneau. Ok. Donc, je reste ici pour rapidement faire l'exemple. Je me dis que là, c'est bâti. Donc, automatiquement, je peux prendre bâti, comme tu as dit, hein. Et là, je peux prendre encore bâti, par exemple. Bon, juste un exemple, là, je vais venir, je vais prendre non bâti. Non bâti. Voilà. Et si je fais une symbologie catégorisée, par exemple, par le type, symbologie catégorisée, par la valeur type, je vais classer. Vous voyez, là, je vais un peu ajouter de la transparence. Donc, vous voyez, là, c'est bâti, là, ce n'est pas bâti. Et c'est assez magique. Donc, dès que tu ajoutes un anneau, voilà, ça s'applique automatiquement. C'est assez satisfaisant même. Voilà, là, je mets du non bâti. Voilà. Donc, c'est super. Donc, c'est un exemple d'application qui peut permettre. Et surtout, l'avantage principal, c'est que tu n'auras pas de problème des polygones qui ne se rattachent pas, problème d'accrochage, machin. Ça passe. Ok, on a supprimé un anneau, on a effacé une partie et ajouté une partie. Bon, pour cela, je pense que si vous connaissez la notion de géométrie multipartie. Géométrie multipartie. Non. Non. Moi, non. Okay. C'est tout simplement une géométrie, entre guillemets, une entité qui a plusieurs blocs non rattachés en fait. Donc, un exemple classique, c'est par exemple quand tu prends la France. Donc, je vais te montrer un exemple. Donc, une fois que vous êtes sur QGIS, vous pouvez même aller ici au niveau de coordonnées, ici. Au niveau de coordonnées, si vous effacez les coordonnées qui sont ici et vous mettez World comme le monde, en minuscule, WORLD. Donc, vous ne déplacez plus votre curseur parce que sinon, si vous déplacez, les coordonnées reviennent. Donc, vous effacez, vous mettez, après, vous cliquez sur vous tapez Entrée, votre clavier, la touche Entrée. Voilà, là, il nous donne les pays du monde. Voilà, la carte du monde. Donc, ce que je mets, là, je vois la carte du monde. Okay. Donc, ici, ce que je peux vous montrer, c'est par exemple quand on sélectionne la France. L'outil de sélection, il est là. Sélectionner des entités. La France, elle est là. Okay. Je sélectionne la France. Quand je fais l'outil zoomer sur les entités, c'est ça. Zoomer, autant pour moi, sur la sélection. Ok. Donc, quand je fais zoomer sur la sélection, je fais comme ça, vous voyez. Alors que j'ai sélectionné la France, ça zoome sur le globe. Quand je sélectionne le Sénégal, je zoome, ça zoome sur le Sénégal. Quand je sélectionne la Mauritanie, ça zoome sur la Mauritanie. Pourquoi quand je sélectionne la France et que je zoome, ça montre le monde entier? Vous avez dit quoi? Par exemple, ici, je sélectionne le Sénégal, je fais zoomer sur la sélection. Donc, c'est correct, ça zoome sur le Sénégal. Par contre, quand je sélectionne la France, ok, et que je clique l'outil zoomer sur la sélection ici. Au lieu de zoomer sur la France comme ça, il zoome pratiquement sur le monde. Selon vous, pourquoi? Je pense qu'il y a une autre partie de la France à gauche en bas.
si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ici, Mhm. n'est-ce pas? Ou bien tu parles de ça? Oui. Ici. Oui, tous les deux. Ouais, c'est ça. Ici, c'est En bas et en haut. ouais, en Guyane, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça la notion de géométrie multipartie. Donc, la France, elle est là, mais elle a plusieurs parties, tu vois. Mhm. Donc, il y a des territoires d'outre-mer qui sont ici, qui sont là. Donc, l'entité, c'est la France, et l'entité, elle a plusieurs parties partout dans l'espace. Donc, ça zoome sur tout cet espace parce que, comme on dit, la France, un peu, c'est le pays présent dans tous les continents. Il y a des blocs ici, il y a des blocs, je pense, dans l'océan Indien, je sais pas. Je pense dans tous les continents, ils ont des territoires. Donc, c'est ça. Quand tu prends le cas du Sénégal, tu prends par exemple le cas des îles du Saloum, avec nos données, tu vas voir que tu sélectionnes Fatick. Donc, les îles du Saloum seront sélectionnées parce que elles font partie de la Mhm. région ou bien du département, de la région de Fatick, ou bien département Foundiougne, quelque chose comme ça. Même s'ils ne sont pas rattachés. Tu vois. Donc, c'est ça la notion de géométrie multipartie. Donc, souvent, vous pouvez voir ça, donc pour mieux le comprendre, c'est ça. Donc, nous, en quoi, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je parle de ça? Parce que, par exemple, ici, on a, dans nos outils de numérisation, on a, ça d'abord, ajouter, non, ajouter une partie. OK? Ça veut dire, j'ai ce polygone-là, mais peut-être, comme la France, donc ce polygone-là aussi a d'autres parties, ici, ici, ici. Donc, dans ce cas-là, je vois vraiment pas l'exemple qui serait pratique. Mais disons, juste, je vais me déplacer comme ça. Il n'y aura pas de confusion. Bon, je ne sais pas si je vois un exemple. Voilà, donc on va prendre un cas plutôt pratique. Par exemple, on est sur cette maison-là, on fait une autre étude, par exemple, sur, en tout cas, une étude socio-économique, ok? Donc, on vient sur, comment dirais-je, on vient dans la maison, on fait un peu une enquête sur les biens immobiliers, un peu en tout cas, qui sont présents dans la maison. Donc, il y a deux chefs de ménage, disons. Donc, il y a un chef de ménage qui est ici. Vous voyez, donc là, je vois, en fait, là. Il y a un autre chef de ménage qui est là. Donc, on leur demande quelles sont vos propriétés, donc quels sont les bâtiments, par exemple, que vous possédez dans la bien immobilier. Donc, le chef de ménage A va dire, moi, j'ai ça. C'est uniquement ça que j'ai, par exemple. Là, je vais lui dire, bon, là, il n'y a pas de souci. En tout cas, lui, il a ça. Je vais mettre là. Avec une catégorie comme ça, on va bien différencier. Donc, lui, il a dit, j'ai ça. Et celui-là, on lui demande, il dit que j'ai ça. Bon, je peux m'approcher. Je vais mettre mon bâti. OK? Mais en même temps, il vous dit que ce bâtiment-là, ça m'appartient. Et celui-là aussi, ça m'appartient. Donc, au lieu de créer des polygones séparés directement, je fais un autre polygone comme ça. Parce que quand je le fais après, je ne pourrai pas. Peut-être après, ce sera manuel de devoir les rattacher, de dire que, OK, c'est lui qui a ça, c'est lui qui a ça. Au lieu de, pour éviter cet aller-retour, OK, je peux venir, je vais dire, j'ajoute une partie. Tu vois. OK, j'ajoute une partie. Maintenant, en ajoutant une partie, effectivement, il va dire, ce qui ne prend pas en charge les géométries. Il ne prend pas en charge les géométries. Impossible d'ajouter la partie. Cette couche ne prend pas en charge les géométries multiparties. Ok, c'est vrai parce qu'on a créé une couche GeoPackage et qu'on n'avait pas ici au niveau du type de géométrie. Je pense qu'on pouvait choisir multipolygone pour permettre ça, multipolygone. Donc c'est un peu ça, je pense, la condition. Mais sinon, je pense que si on sélectionne ça et qu'on veut ajouter une partie, normalement ça devrait aller. Ok, donc ça va pas parce que la couche, on l'a pas préparée pour ça. Donc c'est ça le souci. Okay. Voilà. Donc, mais l'idée c'est ça en fait. Donc j'ai ça, je sais que ça et ça c'est le même propriétaire, donc c'est la France disons.
Ça, c'est ces territoires. Donc, je viens, j'ajoute une entrée multipartie. Comme ça, je ne vais Mais est-ce que c'est valable aussi pour les points? Oui, effectivement, les points aussi peuvent être multiparties. Par exemple, si Abdou a des boutiques, 4 à 3 boutiques dans une ville. Exactement, oui. Il peut utiliser ça aussi. Effectivement. C'est exactement ça. Donc, quand tu viens, à chaque fois, donc, tu vas prendre le multi, tu vois, multi-point, multi-ligne, multi-polygone pour permettre cela. OK. Donc, c'est ça la différence, parce que peut-être vous avez vu multi-polygone, polygone, quelle est la différence? La différence, c'est exactement. Multi-polygone, ça permet d'ajouter des entités multiparties, multi-ligne, des entités multiparties sous forme en ligne, et multi-points, des points, mais qui peuvent avoir plusieurs parties. C'est comme ça. Bon, de toutes les façons, quand on voit la boîte de traitement, et que vous recherchez ici multi-parties, vous pouvez, voilà, comme vous le voyez, convertir en multi-parties. Donc, ma couche là que j'avais, je peux la convertir en multi-parties, si je le souhaite. Donc, sans pour autant recréer à 0, en fait. OK, l'antenne n'a pas pu être écrite dans multi-parties, machin. Je pense qu'il y a un souci de géométrie. Donc, ça marche pour ça, celle-là et celle-là. Non, parce qu'on n'avait pas. Normalement, c'est lié au fait que j'avais pas enregistré ces derniers ajouts, en fait. Donc, j'enregistre ça, je sors. Je convertis en multipartie. Voilà, ça passe. Donc, cette fois-ci, je peux venir sélectionner ça. OK, et lui dire que je vais ajouter une partie. Voilà, donc là, ça passe sans souci. Je vais venir maintenant, je trace ma partie. Tac. Voilà, je trace ma partie. Tac. Voilà, un peu comme ça. Maintenant, quand je sélectionne ça, vous voyez, automatiquement, quand je sélectionne ça, automatiquement, les deux autres, ils sont sélectionnés. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, quand je sélectionne celui-là, donc, il reste là. Quand je sélectionne ça, les deux autres sont sélectionnés. Donc, c'est des outils après. L'essentiel, c'est d'en avoir conscience, en fait, qu'il y a vraiment beaucoup d'idées. Et après, pouvoir cas par cas. Et bon, on peut effacer une partie, je pense que c'est évident. Donc, on a une partie. Comme on a effacé un anneau, donc là, il suffit de cliquer sur la partie. Voilà. Bon, c'est un peu ça, remodeler, on a vu. Décalage. Là, c'est un peu comme une zone tampon. C'est vraiment comme si on voulait faire une zone tampon. Donc, bien, et voilà, c'est un décalage comme ça. C'est ça, voilà. Pour l'agrandir. Donc, en gros, c'est ces outils-là. Comme numérisation avancée. Je pense que les outils les plus, moi en tout cas personnellement, ce que j'utilise le plus, c'est séparer. Je pense que ça suffit tous les jours. Séparer les entités. Tac, tac, séparer. Comment ça fait? C'est très pratique. Maintenant, remplir un anneau aussi, très pratique. Bon, là, dans les restes aussi, ça déplacer bien. Je pense qu'on est bon. Bon, un dernier outil, c'est souvent quand on utilise ces outils de numérisation avancée, peut-être même on n'en aura pas forcément besoin, mais peut-être dans certains cas, ça peut être utile. C'est par exemple quand vous numérisez et que vous ne voulez pas que ça se chevauche en fait. Donc vous venez, vous tracez ici, vous les tracez. On l'a vu un peu comme dans la création des anneaux, mais si vous n'utilisez pas ces outils-là,
que par exemple, vous dites, ah là, c'est une zone qui est là, et tac, enregistré, et que vous voulez aussi mettre une autre zone autour, ok? Donc, comment vous allez procéder? Ce sera un peu compliqué si vous voulez encadrer la zone qui vous... Parce que si vous faites comme ça, bon, ça passe, mais c'est un problème en fait, parce que ça se superpose. D'ailleurs, je ne vois plus l'autre, parce que celui-là est au-dessus. Donc, pour ce faire, on peut utiliser les outils d'accrochage. On peut éviter le chevauchement en fait. Ça passe ici, ça permet. Donc, on peut dire éviter le chevauchement sur l'accrochage. Comme il l'a montré, donc quand il y a une zone qu'il va se coucher, il va essayer de contourner ça. Alors que nous, ce serait très difficile pour moi de venir faire comme ça. C'est littéralement impossible, voilà, de venir de le contourner. En tout cas, c'est compliqué. Ma géométrie ne sera pas correcte. Mais si j'évite le chevauchement, je vais juste venir. Tac, 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 tac. Après lui, quand il fait clic droit, il va s'occuper du reste. Bon. Donc là, il s'est occupé du reste. En fait, c'est comme s'il avait créé un anneau. Mais comme j'ai dit, si on sait utiliser les anneaux, je pense que la plupart du temps, il n'a peut-être pas. Mais c'est important de l'activer. Par exemple, si vous n'avez pas l'accrochage, et que vous voulez mettre un autre polygone là, juste à côté, alors que l'accrochage n'est pas activé, bon, vous pouvez juste rentrer à l'intérieur comme ça, sans souci. Comme ça, lui, il va automatiquement, voilà, le découper au bon endroit. Donc, à explorer, je pense que fondamentalement, on a fait le tour, hein. Je pense que ça a été rapide. Mais surtout, n'hésitez pas à... Donc, c'est ce que j'avais prévu d'aborder. N'hésitez pas, donc, les 20 minutes qui nous restent, 25 minutes, à poser des questions sur lesquelles je peux revenir. Pour moi, je voulais poser une question à propos de la numérisation. Par exemple, si on voulait faire la délimitation des quartiers et qu'on a des données comme les rues et les routes, pour numériser un quartier, on va se baser sur les routes ou bien? Ok, pour numériser les quartiers. Oui, si vous avez les routes et que vous savez que, par exemple, votre quartier se limite au niveau des routes, là, vous pouvez effectivement le faire. Maintenant, si c'est le parcellaire ou bien le cadastre en tant que tel, là, peut-être vous aurez besoin de ne pas se superposer sur les routes. Mais si c'est la délimitation du quartier, donc là, vous pouvez carrément vous accrocher dans la rue sur les routes pour montrer la délimitation. Voilà. Maintenant, à l'échelle, je pense que je vais l'aborder un peu. À l'échelle, peut-être parcellaire ici. Donc, moi, je l'ai fait comme ça, mais normalement, vous devez laisser l'espace pour les routes. Donc, je pense que ça me donne des idées pour explorer les outils de numérisation, les outils de géotraitement. Je pense que moi, c'est un truc que je vais supprimer. Voilà, pour montrer un peu quelque chose. Monsieur, bon, oui. Salut. J'ai une question. Oui, allez-y. Comme par exemple, si on ne retrouve pas les données d'une zone d'antise, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on ne retrouve pas les données d'une zone, par exemple, je trouve les données dans la commune de Gaïa, d'antise, je ne sais pas comment faire pour apporter ces données. D'accord. Donc, quand tu parles de données, tu parles de quel? Par exemple, ici, le fond de carte satellitaire ou bien? Donc, comme par exemple, quand j'écris Gaïa, je ne trouve pas Gaïa sur QGIS. Ok, quand tu l'écris ici. Au niveau d'artiste. Comme par exemple pour faire la carte de la localisation. D'accord. Pour faire la carte de la localisation. Je ne trouve pas. Ok, effectivement. Donc, c'est pour les données vectorielles ou? Bon, oui, je pense. Ouais. Donc, pour la limite de la commune, par exemple.
Très bien, voilà. Voilà, donc ça, je pense que je vous l'ai expliqué dans le groupe. Donc, je vous ai envoyé le lien. Est-ce que tu as consulté le lien que je t'ai envoyé? Bon, non. Ouais, Non, moi, j'ai pas reçu le lien. Non, je l'ai envoyé dans le groupe, en fait. Ah, ok. Je pensais que vous m'avez envoyé ça par mail. Je n'ai pas vu ça sur le mail. C'est dans le groupe. Donc, vous rentrez. Donc, je l'ai expliqué là-bas. Donc, vous rentrez. C'est l'un de mes derniers cours dans lequel vous avez les données ici sur le Sénégal. Donc, pour les limites administratives qu'on a. Donc, après, je pense qu'on va aborder aussi cette question. Donc, dans lequel vous avez les limites administratives, chemin de fer, hydro, localité, MNT, machin. Bon, si vous voulez, je peux directement, je vais copier directement ça. Okay. Donc, je vais vous mettre dans le WhatsApp. D'accord, pas de souci. Okay. Ok, c'est bon. Je pense que pourquoi tu ne vois pas? Bon, c'est pas grave. Après, je vais vous le partager à nouveau, mais il est déjà là-bas, ok? Donc, pour les avoir, donc une fois que vous téléchargez les données, après vous pouvez, bon, si c'est pour la carte de localisation, je pense que je vais t'envoyer directement le tuto. Tu vas voir, donc vous pouvez directement ajouter ces données comme marque-page ici. Une fois que vous l'avez téléchargé, ajouter un répertoire. Allez, allez. Ah. Yéen a ngi méttiloo suñu bopp bi de séeréer bi. Mbaaru. Landigi séeréer a faaxa de. Yéen a ngi méttiloo suñu bopp yi de. ndam biyu. waaye li ngay teg séeréer dafa neex de. maa ngi fi séeréer dama koy làkk de parfois. Dama am collègue yu bëri yu dégg séeréer. man moom maa mënta dégg. man li ma. ay ndam biyu. ay afaaxa ko ndig rek. mi naan ko xam ko daal laa dégg. Pulo weli de. Pulo weli. Voilà, donc bon, quand tu as les données, tu peux ajouter un marque-page, comme ça tu as directement les données. Ça, je l'ai expliqué dans un dernier tuto que je vous envoie. Ça vous permet directement d'avoir toutes vos données directement dans l'interface de QGIS. Données, tac. Donc dès que je le fais, dans mon panneau explorateur, vous voyez, j'ai toutes mes données en automatique. Après, bon, ça on peut... Mais je ne vois pas le partage. Je l'ai arrêté. Non. Ah, d'accord. Non, je ne l'avais pas arrêté. Bon, je peux reprendre, ok. Pas de problème. Ok, on est bon. C'est bon? Oui. Okay. Donc, je pense que c'est ça. Après, comme j'ai dit, je peux t'envoyer. Je vais repartager le lien direct des données. Voilà, comme ça, je pense que ce sera plus simple. Après, vous allez télécharger des IP, vous pouvez l'ajouter comme marque-page. Je pense que pour ce cas spécifique, je peux t'envoyer les données qu'il faut. Donc, ce que je voulais expliquer tout à l'heure, je l'ai un peu oublié. C'était quoi par rapport à ta question? Moi ou Ablaye. Ah, ok, c'était pour la délimitation des quartiers par rapport au riz. Ouais, c'est vrai.
Donc, je disais, oui, effectivement, c'est possible de s'accrocher sur les rues. Maintenant, par exemple, pour les îlots, carrément, à ce niveau-là, peut-être, qu'est-ce que vous pouvez faire de façon, entre guillemets, automatisée? Bon, pas automatisée, mais qui va permettre d'éviter de faire tous les polygones manuellement. C'est un peu ce qu'on a fait. Donc, là, je me dis, je suis dans ce quartier, je m'accroche ici, là, là et là, par exemple. Je fais tac, voilà, je fais comme ça. Maintenant, pour découper les différents polygones qui sont à l'intérieur, si par exemple au début j'avais les rues, bon, je pense que je vais rapidement ajouter des routes comme ça. Donc j'ajoute des routes vite fait. Ça peut juste être des routes que je fabrique sans pour autant prendre en compte ce qui est là pour aller rapidement. Donc disons que j'ai des routes comme ça. Je vais juste prendre quelques routes comme ça. Bon, en tout cas, l'objectif, c'est de se baser sur ces routes-là pour pouvoir découper les bons polygones, ok, donc, ici, en fait, à l'intérieur. Maintenant, donc, une fois qu'on fait ça, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est d'estimer un peu la largeur des routes. Donc, en principe, elles ont la même largeur. Soit on connaît 4 mètres, 5 mètres, ou bien, je sais pas, 5 mètres à 7 mètres, peut-être. Soit on peut utiliser l'outil de mesure ici, mesurer une longueur. Comme ça, on va essayer d'estimer. Je vais voir, par exemple, en gros, presque 7-8 mètres. Voilà, je vais dire 8 mètres, par exemple. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire une zone tampon pour mettre un tampon de 8 mètres sur les routes. Bon, là, j'ai pas pris en compte la route nationale, mais la route nationale aurait une plus grande largeur, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre les routes, je vais mettre une zone tampon. Donc, route, ok, vecteur, outil de géotraitement, tampon. Vecteur, outil de géotraitement, tampon. Donc, ce sera, ici, on a juste des lignes. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour faire ce que je veux faire, c'est-à-dire isoler les îlots de telle sorte qu'ils ne sauvent pas les routes. Ok? Bon, les routes en tout cas fictives que j'ai créées. Et là, je vais lui dire, donc, comme la route mesure 8 mètres, ok, là, je vais mettre une zone tampon de 4 mètres. Parce que la zone tampon, c'est sur les deux côtés. Donc, ce sera 4 mètres de gauche voilà. à droite. Magnifique. Après, voilà, bon, c'est l'essentiel, je t'ai exécuté. Okay. Mais là, c'est super important. J'ai pas précisé, mais si quand on créait les couches hier, on n'avait pas choisi la bonne projection, là, on aurait un peu un avertissement parce que si on choisit le 40/26, je pense qu'elle avait posé la question. Ouais, c'est ça. Si on avait choisi 40/26, les unités seraient en degrés géographiques. Donc, quand je viens de lui dire 4, il va considérer ça comme des 4 degrés de latitude de longitude. Donc, c'est 400 km. Voilà. Même pas des mètres. Voilà, donc c'est important aussi. Donc là, on a une nouvelle couche qui s'appelle mise en tampon. Je peux renommer ça si je veux. Clique pour renommer, je l'appelle, voilà, route 8 mètres par exemple, pour la précision. Maintenant, mon idée c'est quoi? C'est de prendre les îlots qu'on a ici. Ok, ces îlots. Vu que ici, de base, les îlots, bon, c'est un seul îlot même, je vais, entre guillemets, les découper avec la zone en question. Donc, pour cela, on va prendre l'outil différence. Okay? Ce ne sera pas le découper parce que quand ça prend ce qui est à l'intérieur. Mais nous, on veut tout ce qui est à l'extérieur des routes. Voilà. Quand tu viens là, tu as ta route, mais on veut ce qui est ici et ce qui est là. Donc, on va prendre vecteur géotraitement. Encore une fois, on va prendre différence. On peut le là-dessus.
ça va faire ce qu'on a dit, donc la pente qui est à l'extérieur. Donc la couche source pour faire la différence. Donc c'est la couche kilo. Donc on superpose les routes de 8 mètres. Couche source, c'est la couche sur laquelle je travaille. Moi je travaille sur les kilos, mais je vais utiliser des routes de 8 mètres pour un peu séparer mes îlots. Et j'ai un résultat qui s'appelle F. Bon, pour l'instant, on ne voit pas carrément. Et quand vous enlevez les routes, vous enlevez tout ça, vous avez vu qu'il y a de l'espacement. Voilà, c'est ça. Et là, on a nos îlots qui sont carrément. Normalement, ils sont. Voilà. Ah, là, malheureusement, là, c'est une seule partie, une seule entité. Mais que je pense qu'on peut convertir ça en des parties uniques, bien séparer ça. Donc, l'outil que j'avais montré tout à l'heure dans boîte à outils, traitement boîte à outils. Ok, au lieu de multipartie, on peut par exemple prendre partie, on recherche partie et on va prendre bon, division des lignes. Bon, je vois pas l'outil. Convertir en multipartie, convertir en multipartie. Et bon, là je vois pas. Mais là, il a mis sous la forme d'une seule entité. Parce qu'il devait y avoir une façon de. Attends, vecteur et de Ok, là on a délimité, mais on a le souci parce que c'est une seule entité. Conserver n plus grande collectif de géométrie. Ok, bon, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis comme ça. Donc, c'est cet algorithme qu'on va apprendre de morceaux multiples à morceaux uniques. Ok, c'est cet algorithme-là qui va permettre normalement de corriger ce problème. Ok, cet algorithme prend une couche vectorielle avec des géométries multiparties et génère des géométries sont divisées en autant d'entités différentes que celles contenues dans la géométrie. Donc là, on a quelque chose de multipartie. Parce que comme on l'a vu, les entités ne sont pas connectées, mais pourtant quand on sélectionne l'une d'elles, tout est sélectionné. Donc c'est multipartie. Donc quand on prend de morceaux multiples à morceaux uniques, normalement, ça va nous régler ce problème-là. Bon, on va vérifier. J'exécute. Donc il m'a dit géométrie simple. Ok, voilà. Donc là, maintenant, on a des géométries simples. Bon, là, avec l'explication, ça prend plus de temps, mais si vous maîtrisez ce workflow, donc c'est plus simple de créer, c'est plus simple de faire ça que d'aller créer les polygones individuellement. Parce que vous allez juste, automatiquement, vous pouvez le faire sur toute la zone. Donc, vous avez découpé la zone, vous avez déjà vos couches de route qui sont correctes, vous faites les zones tampons correctement. Donc, automatiquement, vous faites la séparation. Après, vous transformez ça en morceaux uniques si nécessaire. Et là, vous voyez, automatiquement, on a créé combien de polygones? 9 polygones. Voilà, de façon semi-automatisée. Ok, donc vous voyez, donc souvent c'est ça qui fait la subtilité. Il faut un enchaînement de plusieurs outils, voilà, pour pouvoir obtenir un peu des résultats intéressants. Donc ici on a commencé par quoi? Après numérisation, on a fait les zones tampons pour obtenir les routes de 8 mm. Ok, après on a fait la différence pour isoler les différentes îlots. Cependant, on a une géométrie multipartie. Donc, on transforme ces morceaux multiples en des morceaux uniques. Et donc, au final, après ces 3 étapes, on obtient le résultat que l'on souhaite. Bon, ça me projette sur quelque chose peut-être qu'on pourra découvrir plus tard. C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, le modeleur graphique. Bon, c'est pas vraiment prévu parce que c'est quelque chose de
plutôt assez avancé. Donc, c'est-à-dire comment on peut regrouper toutes ces étapes-là. Si on fait ça trop souvent, on peut regrouper ces étapes en un modèle qu'on va exécuter d'un seul coup et il va aller faire les zones tampons sur les routes, aller faire la différence et ensuite convertir en géométrie simple. Et il va le faire d'un seul coup. Bon, je pense qu'on va terminer à ce niveau. D'ailleurs, j'avais créé un modèle qui s'appelle Watershed Generator. Donc, vous pouvez même le retrouver sur le site de QGIS. Donc, le modèle, l'objectif, c'est de faire la délimitation des bassins versants de façon automatique. Donc, quand vous rentrez au niveau de ressources normalement, community, about resource, plugin, resource API modèle. Ok, donc tout ça c'est des modèles, un peu un enchaînement d'outils. Donc ça c'est le modèle que j'avais créé qui permet un peu d'automatiser l'extraction des bassins versants en plaçant juste l'exutoire et il va s'occuper pratiquement du reste. En plaçant l'exutoire et en mettant le MNT. Donc voilà. Parce que vous pouvez télécharger au cas où vous voulez voir ça, juste pour montrer que l'ensemble de la puissance du modeleur graphique. Malheureusement, je n'ai pas prévu pour cette formation, mais j'ai des tutos qui parlent du modeleur graphique. En fait. Ok. Donc, je pense qu'on peut s'en arrêter là, s'il n'y a pas de... Moudou, est-ce que tu as des contributions, questions?